Alors maintenant, le dernier entretien de cet après-midi spécial 2022, nous allons accueillir Michel Barnier, ancien ministre, ancien commissaire européen et ancien parlementaire français et européen. Michel Barnier. Je préfère rester debout. Non, mais oui, j'avais envie de commencer en disant peut-être il y a quelque temps, vous aurez imaginé comme étant assez éloigné d'Oser la France, et puis récemment, vous avez entendu sur des positions très différentes, justement, puisque vous avez eu un parcours très européen. Là, on vous voit plus soucieux de la souveraineté de la France et de l'efficacité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous conseille d'applaudir après qu'on se soit exprimé. Hein, en tout cas, en ce qui me concerne. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être là. Merci, Julien, de ton invitation, avec toute l'équipe qui t'entoure, parlementaires, anciens parlementaires, des citoyens, Jean-Philippe Mallet qui coordonnait vos travaux. Jean-Philippe, j'ai regardé votre compte Twitter, et alors j'ai vu socialiste, républicain, citoyen, c'est ça, hein? Et moi, je pourrais mettre gaulliste, républicain, citoyen. C'est pour ça, c'est ma première réponse, franchement. Je me suis engagé, lorsque j'étais au lycée, comme militant de l'UJP. Philippe Juvin vient d'évoquer son premier engagement aussi. Et cet engagement gaulliste derrière quelqu'un qui reste incomparable et qu'on ne doit pas comparer. Ce premier engagement reste ma principale fierté. Et j'ai été dans ce mouvement tout au long. Je m'y suis senti bien, je m'y sens bien, même quand j'y étais minoritaire. J'ai toujours été respecté. Ici, la photo de Philippe Séguin, dont j'ai été l'un des co-lieutenants jusqu'en 91-92. On s'est séparés sur la question européenne, mais je me souviens très bien de l'attention qu'il portait à me donner la parole, à me proposer de faire des motions, à respecter le débat. C'est pour ça dire que je suis content d'être là. Ce que j'ai observé d'Oser la France, Julien, c'est que vous préférez le débat à la polémique, et qu'il y a parmi vous des gens de différentes sensibilités, des anciens socialistes, des gens proches de Chevènement, des républicains, et que c'est sans doute ce dont notre pays a besoin, davantage de débat, de respect, plutôt que de polémique. Alors vous me dites, on ne vous attendait pas sur ces questions, mais c'est parce que vous n'avez pas bien suivi ce que je faisais, ce que je disais. Hein. Moi, j'ai un parcours assez long, quelques-uns me disent... Vous ne nous l'aviez pas assez expliqué. Peut-être, il fallait m'inviter plus tôt. Mais moi, je n'ai pas changé. D'abord, je n'ai pas la science infuse. Je veux dire juste ça pour un mot non pas d'humilité excessive, mais d'humilité sincère. Méfiez-vous des hommes politiques qui savent tout sur tout. Les bonnes idées, on les prendra dans la gestion du quinquennat que je souhaite animer. Si les Français me font confiance, on les prendra d'où qu'elles viennent, dès l'instant où elles font marcher la France. Mais je n'ai pas changé, je n'ai jamais été fédéraliste, jamais. Je suis gaulliste et européen. Et je me suis engagé d'ailleurs, j'ai une photo dans mon bureau pour ceux qui viendront dans nos locaux de campagne, que j'ai avec moi depuis que j'ai 15 ans. Cette photo est en couleur, elle est assez rare, c'est le général qui accueille Adenauer sur le perron de l'Élysée. Ce qui est formidable, c'est le regard de respect entre ces deux géants et ce qu'ils représentent. Et je suis devenu gaulliste et européen ce jour-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Que De Gaulle dit à Adenauer, on va se réconcilier. Il y a tellement de raisons de se réconcilier entre la France et l'Allemagne à ce moment-là, pour 3 guerres, dont je crois que c'est Victor Hugo qui disait les guerres entre Européens sont des guerres civiles. Mais ils disent plus que ça. Ils disent on va construire l'Europe de demain ensemble. Et moi je pense, M. Hergeau, que, je l'ai déjà dit aux ambassadeurs lorsque j'étais leur ministre en 2004, que la France n'est pas grande quand elle est arrogante, elle n'est pas forte si elle est solitaire. Voilà ce que je pense.
Et je l'ai dit en 2004, je l'avais même dit dans un congrès gaulliste auparavant, et je vous le redis aujourd'hui. Et ça sera la marque aussi de ce quinquennat. Le président de la République doit défendre, c'est sa mission essentielle, la souveraineté nationale. Il doit défendre l'intérêt national. Il en est le garant. Et je vous dis ma conviction que dans certains domaines, on peut en parler, parce qu'ils sont les défis qu'on affronte aujourd'hui inexorablement. Dans certains domaines, la question qu'on doit se poser, c'est comment on doit défendre l'intérêt national et la souveraineté de notre pays. Et je recommande que vous vous posez cette question lucidement en regardant bien la télévision qui décrit ce monde injuste, dangereux, fragile dans lequel nous sommes. Moi, je pense que dans certains domaines, il faut construire des souverainetés nationales solidaires. Voilà. Pour exister, pour défendre nos intérêts, nos valeurs, sans complexe, pour ne pas être sous-traitants ou sous influence de la Chine ou des États-Unis, comme nous le sommes déjà dans certains domaines. Et on vient de voir ce qui se passe avec cette terrible affaire australienne, dont il y a d'ailleurs des leçons à tirer. Je suis prêt à vous en parler si vous le souhaitez. En tout cas, sur l'arrogance française et la perte d'influence française que tu évoquais à juste titre, Philippe, à l'instant. Voilà. Donc c'est ça peut-être le point que je n'ai pas pu ou pas su suffisamment expliquer. Le président de la République doit, c'est sa mission, défendre la souveraineté nationale. Dans certains domaines, nous devons accepter que notre souveraineté nationale soit solidaire de celle des autres pour pouvoir exister. Et je parle là du terrorisme et du djihadisme, chez nous et à côté de nous, avec tant de morts. Je parle là du changement climatique. Je ne laisserai pas ce sujet au vert, surtout au vert d'aujourd'hui, hein, si je peux dire. C'est aussi vrai de la pauvreté en Afrique et des migrations massives qu'elle va provoquer. C'est aussi vrai, permettez-moi de vous le dire, vous avez d'ailleurs fait des débats dans les années passées, Julien, sur cette question, à propos de la finance mondiale. Hein. Je peux vous parler assez longuement de la finance mondiale et de ce qui tourne autour de notre tête. Les seuls produits dérivés financiers dont les industriels se servent pour se protéger quelquefois des changements de change ou d'intérêt, ces produits financiers qui sont peut-être utiles, mais souvent l'objet ou l'outil de spéculation. Chers amis, c'est 600 000 milliards de dollars au-dessus de nos têtes. Qu'on le veuille ou non, ça passe au-dessus de nos têtes par Internet, 600 000 milliards de dollars en permanence. Comment on se défend? Comment on résiste à ça? Je dis pourquoi je suis européen en plus d'être patriote. Parce que ceux qui vous racontent qu'on peut se protéger contre cette finance mondiale et les spéculateurs qui sont derrière tout seuls, derrière nos seules frontières nationales, ceux-là, ils racontent des histoires. Hein. La seule raison pour laquelle ces spéculateurs résistent ou sont inquiets ou nous respectent, c'est le marché unique et les règles qu'on a reconstruites après 30 ans d'ultralibéralisme, de dérégulation, où on a laissé faire à tous ce qu'ils voulaient et on a ainsi laissé les banquiers produire des produits toxiques et se payer des bonus insensés. Ils se sont crus tout permis parce qu'on leur a tout permis. La seule manière de payer une poste de résistance, c'est la zone euro, hein, et c'est le marché unique. Voilà pourquoi je dis que dans l'intérêt national, dont le président de la République est le comptable et le responsable, il faut aussi de temps en temps être avec les autres. Sinon, on est, je dis comme on pense, on est foutu, voilà ce que je pense. On n'existe plus par rapport aux autres grandes puissances. Justement, vous dites le seul moyen qu'on a de se défendre, c'est d'être ensemble, mais tout dépend de qui est le on et de la volonté des autres. Exactement. Parce que dans le nous, il y a la France et puis il y a les autres. Donc on l'a vu depuis le début de l'après-midi, dans les propositions d'Oser la France, il y a le fait d'assumer potentiellement une remise en cause de la hiérarchie des normes qui s'appliquent dans notre pays, notamment des normes européennes. Jusqu'où vous êtes prêt à aller sur ce terrain-là, intellectuellement en quelque sorte, et après, plus tactiquement, quel rapport de force vous paraît le meilleur pour faire basculer l'Europe plus dans le sens des positions que vous défendez? Je ne veux pas seulement parler de l'Europe, mais on peut parler de la France aussi. Non, mais ce sont des sujets éminemment français, justement, mais qui dépendent pour beaucoup du droit européen. Je reviens sur un propos qu'a tenu Philippe Juvin et que je veux appuyer. Dès l'instant où on considère, essayez de suivre mon raisonnement, hein, dès l'instant où on considère qu'il faut être ensemble dans un certain nombre de domaines pour défendre notre intérêt national et notre souveraineté, faute de quoi on est sous-traitant des Chinois et des Américains. On fait un choix qui est stratégique.
On l'a fait d'ailleurs depuis 1957. Je rappelle que tous les chefs de l'État, tous les présidents, à commencer par le général de Gaulle, ont été pour la construction européenne, quelles que soient les réticences, les réserves, les méfiances qu'ils avaient parfois, ou souvent à juste titre. Mais le président de la République française a toujours soutenu l'ambition d'une France européenne. On peut faire un autre choix. Les Anglais viennent de choisir d'être seuls, je dis souvent solitaires, plutôt que d'être solidaires. Ils vont bien mesurer ce que ça veut dire. C'est leur choix. J'ai toujours dit que je le respectais, j'ai essayé de le traiter correctement, sans animosité, avec du respect pour eux. Mais je pense toujours, après avoir géré cette négociation pendant 5 ans, que personne ne m'a démontré la valeur ajoutée du Brexit pour les Britanniques. C'est lose-lose, enfin c'est perdant-perdant. Si on fait l'autre choix que les chefs de l'État ont toujours fait pour la France et que je ferai si on me fait confiance, celui d'une France européenne, mais pas naïve. La question, c'est comment ça fonctionne. Et là, on tombe sur la question que vous posez. Ça ne marche que si on y est influent. Et je veux bien dire à mon tour que l'influence française diminue depuis 10 ans dans les institutions internationales en général et dans les institutions européennes en particulier. Et je veux bien ajouter que l'influence allemande, elle, ne diminue pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut réagir et avoir, en effet, ça sera une première mission que je confierai au gouvernement, une stratégie d'influence française méthodique. Peut-être pour certains d'entre vous, je suis trop européen. Moi, je vous dis que je suis européen en plus d'être patriote, pas à la place de, en plus. Mais au moins, donnez-moi acte du fait qu'ayant passé dans différentes missions un certain temps dans ces institutions, que je connais bien, je sais ce qu'il faut y changer. J'ai déjà changé un certain nombre de choses lorsque j'étais en responsabilité. Je viens de parler des services financiers. J'ai reconstruit l'architecture de régulation financière à travers 41 lois de régulation européenne sur chaque marché, chaque produit, chaque secteur. 41 lois, après 30 ans d'ultralibéralisme. Je peux dire, même si je n'aime pas beaucoup parler de moi, que je sais ce qu'il faut changer et comment il faut le faire. Donc nous changeons. Après, ça ne suffit pas que d'être influent. Il y a parfois des blocages ou des réserves juridiques ou institutionnelles. Et si nous parlons d'un domaine où j'ai peut-être surpris en faisant une proposition forte, je crois avoir été le premier à proposer cette réponse globale sur l'immigration, c'est parce que la question de l'immigration est extrêmement grave et que la politique française de l'immigration ne fonctionne pas davantage que la politique européenne d'immigration. Est-ce qu'il faut en passer justement par un référendum comme dans la plateforme d'Oser la France ? Oui, c'est un point d'accord que j'ai avec Oser la France. Et ça ne doit pas vous surprendre parce que je l'ai proposé il y a maintenant plusieurs mois. On en a parlé avec Julien Aubert. Je proposerai, je pèse mes mots, les termes de ce référendum à l'occasion du premier tour des élections législatives du mois de mai, quelques semaines après les élections, de telle sorte que les candidats qui soutiendront l'action du chef de l'État pourront défendre ce référendum devant les citoyens. Et ce référendum sera organisé quelques semaines plus tard, parce qu'on ne peut pas organiser un référendum de cette nature en 2 mois. Nous l'organiserons au mois de septembre. Il aura comme objectif, et les questions seront posées devant les Français beaucoup plus tôt, 1, de donner au Parlement la capacité de se prononcer sur les quotas d'immigrés économiques tous les ans. 2, de créer ce bouclier constitutionnel dont nous avons besoin temporairement pour mettre en place cette moratoire et cette mise à plat de toutes les procédures en matière d'immigration qui ne fonctionnent pas. Un jour, quelqu'un me dit « Monsieur Barnier, vous qui êtes modéré, je pense, pourquoi vous proposez quelque chose ?» Je dis « Les problèmes ne sont pas modérés. » Et si on est candidat aux élections présidentielles, c'est pas... Chers amis, il faut bien que vous compreniez qui je suis et pourquoi je suis candidat et pourquoi je vais être élu, avec votre confiance. Je n'ai aucune fébrilité. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge, je n'ai aucune fébrilité. Il n'y a pas d'arrivisme. Je ne cherche pas un poste de ministre ou de Premier ministre. Et sûrement pas avec Macron, d'ailleurs. Hein, pas, je dis ça en passant. Il n'y a pas d'opportunisme. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je vous dis que j'écoute les gens d'où qu'ils viennent et les bonnes idées seront mises en œuvre d'où qu'elles viennent. Mais il n'y a pas de fébrilité.
Et donc, si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour pendant 5 ans, et seulement 5 ans, après quoi je passerai les relais. Et nous ne manquons pas de talent dans cette famille, des gens qui ont de l'ambition, une stature, une culture, un destin. Pendant ces 5 années, il faut que le travail soit utile. Il y a du travail pour tout le monde, y compris tous ceux qui sont aujourd'hui candidats et que je souhaite rassembler. Vous ne m'entendrez pas dire dans les semaines qui viennent un seul mot qui puisse rendre la réunion plus difficile entre les 5 candidats. Pas un mot. Parce qu'on aura besoin de tout le monde, si tout le monde accepte loyalement de jouer la règle du jeu. On a aussi besoin de gens qui ne sont pas candidats, permettez-moi de vous le dire. D'une manière ou d'une autre, Laurent Wauquiez, qui je pense, qui est un... Laurent Wauquiez, avec lequel j'ai un dialogue extrêmement constructif sur le fond, qui n'est pas médiocre, est un de ceux auxquels je pensais quand je parlais de destin et de culture, ce qui est important quand on veut être président de la République. Mais Bruno Retailleau, d'autres encore, des femmes qui ne sont pas assez nombreuses. On aura besoin de tout le monde. Et peut-être vais-je réussir à faire comprendre dans les semaines qui viennent qu'avec l'expérience ou l'âge qui est le mien, la méthode qui est la mienne, la manière de mettre les gens ensemble, je sais faire. Mettre des gens qui ne viennent pas du même endroit, qui ne vont peut-être pas tous au même endroit plus tard, les mettre ensemble pendant 5 ans pour qu'on gère ce pays, qu'on le réforme, qu'on y remette du collectif, du respect, qu'on le fasse respecter à l'extérieur. C'est ça qui est en cause. On ne peut pas perdre ces 5 années. On ne peut pas les perdre. Et on ne les perdra pas. Donc j'ai, pour cette raison-là, décidé de dire les choses telles que je les pense. Vous ne me ferez pas dire de choses que je ne pense pas. Je n'ai pas de réponse à tout, parce qu'avec mon équipe... Et justement, sur les choses que vous ne pensez pas, malgré tout, dans les 15 propositions, est-ce qu'il y en a, justement, que vous ne pensez pas, et il vaut mieux que les choses soient claires et le dire en amont? Oui, par exemple, c'est un sujet délicat, mais à propos de l'immigration, j'ai observé qu'un point important qui est celui du droit du sol, vous l'évoquez dans cette proposition, ni Jacques Chirac ni Nicolas Sarkozy n'ont souhaité remettre en cause ce droit du sol. Je ne pense pas qu'il faille... Je pense qu'on peut traiter la question de l'immigration avec rigueur, avec humanité, avec de la rigueur, y compris sur le regroupement familial, sans remettre en cause le droit du sol. Peut-être un seul point mérite, dans 2 endroits de la France spécifiques, à Mayotte et en Guyane, d'être regardé de près. Mais je ne vais pas ouvrir ce débat si je suis président de la République. En revanche, je suis prêt à ouvrir tous les autres. Il y a un autre... Le protectionnisme? Attendez. C'est impatient, hein, c'est pas... Et le temps passe. Moi, sauf mon train, je suis content d'être avec vous. Hein. La démocratie. La démocratie, vous dites le septennat. Chers amis, les problèmes de notre pays sont tellement graves, il y a tellement de ruptures, de fractures, de tensions, parfois de solitude dans ce pays. Remettre les gens ensemble, plutôt que de les laisser dos à dos, je propose de ne pas perdre de débat ou de concentrer, je vais le dire positivement, de concentrer notre énergie sur les grands enjeux, qui sont ceux de la sécurité publique, de l'autorité de l'État, de l'immigration, du retour au travail et au mérite plutôt qu'à l'assistanat, à l'influence française dans le monde. Ça, ce sont les grands chantiers. Et donc, je ne suis pas spontanément dans l'idée que dans les 5 ans, on va réouvrir un grand chantier constitutionnel. J'ai des idées sur cette question. J'ai même écrit, il y a quelques années, un papier dans Le Monde pour dire que si on garde le quinquennat, qu'on a institué, de mon point de vue, très rapidement, sans mesurer toutes les conséquences. Vous vous souvenez comment ça s'est fait, hein? C'est Chirac poussé par Giscard. Hein? Mais je dois dire qu'on n'a pas mesuré les conséquences systémiques de ce changement constitutionnel. Hein? Si on doit le garder, alors un jour se posera la question de garder le Premier ministre. Hein? Oui, ça fait un poste en moins. Mais
si on ne veut pas garder le quinquennat, alors peut-être qu'on peut aller vers un mandat plus long et non renouvelable. Mais franchement, je connais bien les institutions de la Ve République. J'ai dit ma fierté de m'être engagé avec beaucoup d'entre vous derrière De Gaulle. Je pense qu'on aura autre chose à faire. Et je pense que le président de la République peut travailler autrement que de la manière solitaire et péremptoire où il travaille aujourd'hui, tout en respectant les institutions de la Ve République. Rien n'oblige le président de la République à être aussi solitaire. Rien. Justement, il y a un point qui n'est pas... De Gaulle qui n'est comparable à personne, tout De Gaulle qu'il était, il faisait très attention à son parti, aux différentes sensibilités dans son parti, permettez-moi de le rappeler. Ce dont je voulais vous parler, justement. Oui. Le parti. Oui, parce que précisément dans les institutions, il y a quelque chose dont on ne parle pas, qui est le fait qu'une démocratie représentative fonctionne avec des partis. Qu'est-ce que vous feriez pour que le parti revive? Parce qu'on l'a vu dépérir ces dernières années. Non, c'est même dans la Constitution, le rôle des partis politiques. Hein. Et, la première chose que je peux faire, c'est de gagner. Hein. Je vous dis que si je gagne, comme je vais gagner avec votre confiance, la question du dépérissement, pour reprendre votre mot, de l'échec de notre famille politique, elle se posera autrement. Hein. Après, la question, ce sera que ce ne soit pas un parti de godillots. Il ne doit pas l'être. Je crois que le président de la République doit travailler en équipe. Il est le chef d'une équipe, il est le président de la République, il incarne l'unité du pays, il rassemble, il exprime les intérêts de notre pays à l'étranger. Il doit être digne et respecté. Il donne les grandes orientations. Mais le gouvernement gouverne et doit gouverner. Et je parlais de Gaulle. On n'a pas besoin de regarder des livres d'histoire pour se souvenir que De Gaulle avait de très grands premiers ministres, Debré ou Pompidou. Il a eu de très grands ministres qui n'avaient pas besoin de 3 ans pour apprendre leur boulot, qui étaient là une longue période, Couve de Murville, Mesmer, Guillaumat, et on pourrait en citer beaucoup d'autres. C'est un point important quand on parle de démocratie, d'efficacité de la dépense publique, que les ministres soient bien choisis, soient soutenus, soient courageux. J'ai été à 4 reprises membre du gouvernement, et ça reste un honneur. J'ai dirigé de grandes administrations, l'administration de l'agriculture et de la pêche. Tiens, je dis ça en passant aujourd'hui, puisque c'est la journée du patrimoine, c'est aussi une journée où les chasseurs s'expriment. Moi, je suis très attaché à la chasse, je le dis en passant. Et je créerai un ministère d'agriculture, de l'alimentation, de la ruralité. Je veux que ce mot... Mais l'administration de l'agriculture, c'est 40 000 personnes. Parce que nous avons la responsabilité de l'enseignement agricole, qui est un enseignement formidable, qu'on va revaloriser. Si le ministre de l'Agriculture ou tel ministre qui gère une administration n'est pas solide, ne sait pas au départ ce qu'il doit faire, parce qu'il a besoin d'apprendre, qu'on le change au bout d'1 an. On a eu 3 ministres de l'Intérieur en 3 ans, là. Hein. Il ne faut pas vous étonner que rien ne bouge en dessous. Ça ne bouge comme dans les communes. Philippe, tu parlais de ta commune, mais il y a plein de maires ici qui peuvent dire ce qu'ils ont fait. Il y a des présidents de région, j'en ai cité un, on pourrait en citer d'autres. Valérie et d'autres dans leur région qui ont fait bouger les choses, qui ont donné de l'efficacité à la dépense publique, qui ont réduit les frais de fonctionnement tout en préservant la qualité du service aux citoyens, du service public, du service du public. Mais la clé, c'est que le patron, enfin le ministre, sache de quoi il parle et n'ait pas la main qui tremble et soit soutenu par le chef de l'État et le Premier ministre. Donc, moi, j'ai été très frappé. J'étais d'ailleurs avec les Anglais, mais je regardais avec passion mon pays, de voir comment on a géré, je pense mal géré, cette crise du Covid. Hein. Je parle avec humilité sous l'autorité de Philippe, mais tout de même, cette défiance, cette méfiance à l'égard des communes, des régions et des départements, cette méfiance à l'égard des médecins libéraux, des pharmaciens, des centres départementaux d'analyse. J'ai été président d'un conseil général pendant 17 ans. On voit bien dans un département ou une commune comment on a de l'agilité, de la capacité de réactivité. Et quand il y a quelque chose d'improbable qui se produit comme la crise du Covid, il y en aura d'autres.
il faut mettre tout le monde à bord. Madame Merkel, quand elle fait face à cette crise, elle réunit dans un conseil permanent les bourgmestres et les Länder. Et on la voit avec eux quand elle s'exprime. Et non pas seule en majesté. Donc voilà, je pense que ce pays a... Je disais l'autre jour, des gens qui m'interrogeaient sur ma philosophie, même si je ne veux pas confondre les choses, j'ai eu l'honneur, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, d'aller à Rome pour assister à la messe d'intronisation du pape Benoît XVI. Avec mon épouse, nous étions en place Saint-Pierre, et le pape Benoît XVI, qui était un philosophe, théologien respecté et respectable, qui est toujours d'ailleurs, a dit dans son homélie 4 mots, chers amis. Moi, je n'ai jamais entendu dans ma vie politique 4 mots mis ensemble qui est une telle force. Il a dit dans cette homélie, chaque homme est nécessaire. Trouvez-moi dans les discours politiques, y compris le mien d'ailleurs, 4 mots seulement qui est une telle force. Je pense que chaque citoyen est nécessaire. Chaque territoire est nécessaire. Chaque entreprise, quelle que soit sa caractéristique ou sa taille, est nécessaire. Voilà ce que je pense. Et donc dans ce quinquennat, nous allons mettre chaque citoyen et chaque structure, chaque entreprise dans la responsabilité collective. Vous parliez de Benoît XVI, ça me fait penser à une question qui était posée par des militants d'Oser la France sur le mot conservateur. Quel est le sens pour vous du mot conservateur et est-ce que c'est une étiquette que vous êtes prêt à assumer? Pourquoi vous voulez m'enfermer? Je ne veux vous enfermer dans rien, je vous dis qu'il y a des gens qui se posent cette question. Oui, mais vous venez de me dire, est-ce que vous reconnaissez? Moi, il y a des choses que je veux conserver. Voilà. C'est sûr. Je veux conserver notre production électronucléaire. Je veux conserver la chasse. Je veux conserver les traditions. Je ne vais pas m'excuser comme président de la République de notre histoire et ni la réécrire hein, à aucun moment. Hein. Après, De Gaulle, puisqu'on parle de lui, il n'était pas conservateur de tout. Il a fait bouger la France. On a fait bouger notre industrie, et Pompidou a fait la même chose, et d'autres présidents après lui. Donc, si j'étais au Royaume-Uni, vous pourriez me poser cette question. Hein, parce qu'il y a un parti conservateur. Qui est ce qu'il est. Hein. Ils font plutôt de la flibusterie en ce moment, hein, contre nos pêcheurs et contre les Irlandais. Mais voilà, je vous dis, il y a plein de choses que je voudrais conserver. En marchant au milieu de la route avec fierté et en étant fier de notre pays, de notre histoire, il y a d'autres choses qu'il faudra faire bouger parce que, chers amis, tout ça... Justement, faire bouger, je vous avais posé la question du ça, protectionnisme. Non, il ne s'agit pas de le conserver, mais d'y arriver. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes prêt à assumer? Pas, ce sont des réformes. Donc, ce sont des changements. Donc, ce n'est pas fait pour conserver. Alors voilà, on peut parler du protectionnisme. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, le protectionnisme d'équilibre, c'est ça, non? Où est-ce que c'est, ça? La 11, en haut à droite. La 11, oui. Je préfère, je peux me reconnaître dans le mot de patriotisme économique. Hein, oui. Je comprends d'ailleurs que Bernard m'applaudisse, puisque c'est lui qui a inventé ce concept. Je crois même que tu en as parlé pour la première fois en 2003. Hein. Cela dit, le patriotisme, ça ne se met pas à une frontière. Non, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je suis libéral. Je n'ai jamais été ultralibéral et je vous ai dit les dégâts qu'a fait l'ultralibéralisme porté par un certain nombre de politiques de droite et de gauche à Bruxelles, d'hommes politiques français et aussi de hauts fonctionnaires. À propos des fonctionnaires, je vous dis une chose aussi que je pense et que j'ai toujours appliquée, c'est qu'à Bruxelles comme à Paris, chers amis, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et ceux qui ont travaillé avec moi, puisque je peux témoigner d'un parcours assez long, aussi bien en Savoie, à Bruxelles ou à Paris, savent que j'écoute les bureaucrates. J'ai souvent besoin de leur expertise parce qu'ils sont souvent plus intelligents que moi, mais ils ne prennent pas le pouvoir là où je suis. Voilà. Alors, le protectionnisme, quand on est libéral,
Ça veut dire ne pas être naïf. L'Union européenne a été naïve pendant 40 ans dans ses échanges internationaux. Le principe qui doit être respecté, c'est désormais la réciprocité. C'est la première clé de la protection. Deuxièmement, nous devons savoir qui achète quoi chez nous. Lorsque j'étais commissaire au marché intérieur, j'ai fait une lettre à M. Barroso avec mon collègue italien à l'industrie, et on lui a demandé de proposer la création d'un observatoire des investissements étrangers en Europe. Qu'achètent les Russes, qu'achètent les Chinois, qu'achètent les Américains. Des éléments stratégiques dans la communication, la défense, etc. Et je me suis pris la porte dans la figure. On m'a dit, mais c'est du protectionnisme à la française. Ce n'était pas du protectionnisme. C'est simplement l'absence de naïveté. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment où nous, on a ouvert les portes, là où je peux me sentir bien dans une certaine philosophie économique d'oser la France, pendant 30 ans, on a ouvert les portes européennes dans le grand vent ultralibéral de la globalisation, de la rupture du mur de Berlin. On a cru que le commerce allait sauver l'Afrique. Et très bien, personne n'a fait ça. Aucun autre pays du monde, notamment ceux qui comptent, n'ont fait la même chose. Aucun. Donc nous avons été naïfs et c'est le temps de terminer avec cette... Imaginons, vous êtes élu en avril prochain, oui. Et puis au bout de 2 ans, vous n'avez pas réussi à convaincre nos partenaires européens justement qu'il faut renoncer à cette naïveté. Et donc pour la fin d'un premier mandat ou de ce quinquennat, vous faites quoi si on a des partenaires européens, par exemple, qui sur la drogue ne veulent pas de la même politique qui est celle que la politique française, vous avez dit, sur la politique commerciale vis-à-vis du reste du monde? D'abord, vous avez dit imaginons, ce n'est pas de l'imagination. Hein. Faites de la foi. Je le répète, oui, mais il faut... Vous êtes conservateur, du coup. Oui. Il faut exprimer une détermination. J'ai dit pas d'arrogance. Clairement, la règle de la réciprocité doit être généralement appliquée dans tous nos accords commerciaux. Je serais tenté de dire, en pensant à celui qui est en cours de négociation avec l'Australie, que si les Australiens et les gens à Bruxelles pensent qu'on va approuver cet accord dans le climat de défiance que les Australiens viennent de créer, ils se trompent. Hein. Ils se trompent. Mais là, on a une clé pour approuver des accords commerciaux, même si c'est une politique européenne et communautaire, on doit les approuver au Conseil des ministres quand ils comprendront cette règle de réciprocité. Et puis, l'observatoire qui est en cours de création, je pense que ça va devenir non seulement un observatoire, mais un outil de contrôle des investissements étrangers en revanche, qu'on ne laisse pas partir des pans entiers de nos actifs stratégiques chez les Chinois et les Américains sans le savoir, ou les Russes. Voilà, deux éléments de ce que nous mettrons en œuvre au niveau européen. Maintenant, je vais vous dire une troisième chose à propos de la protection. Le libéral que je suis, le libéral raisonné et gaulliste que je suis, pense qu'une bonne protection, c'est aussi de faire enfin ce qu'on vient de faire au niveau européen, d'investir ensemble, en empruntant ensemble, d'investir ensemble dans notre avenir. C'est la première fois qu'on décide de mutualiser des emprunts pour investir dans l'avenir. Et c'est ça aussi une manière de se protéger, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour rester libre. Hein. Voilà. Vous êtes prêt à assumer que sur certains fronts, il faut plus d'Europe? Non, je pense qu'on en a assez. La solidarité budgétaire notamment, puisque c'est ça. Oui, elle est là, la solidarité budgétaire. Dès l'instant où c'est des emprunts qui nous permettent d'investir et d'alléger notre propre effort national pour certains secteurs, oui. Mais par exemple, pour rentrer dans les détails, peut-être il faut moins d'Europe dans certains domaines. J'ai engagé un travail avec les députés, les sénateurs LR, sur Patriote européen pour faire, comme on dit en patois savoyard, le screening, l'évaluation. Non, c'était une blague. Hein, l'évaluation de toutes les politiques européennes pour voir ce qui sont toujours utiles au niveau européen. Là, il y a toujours une valeur ajoutée. Là où il n'y en a plus, et là où il en faudrait. J'ai dit tout à l'heure à propos de l'immigration qu'il y a des retours à la souveraineté nationale qui doivent être garantis. Il y a des domaines où il faut préserver la coopération parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour compter.
Il y a peut-être des domaines où on devrait peut-être mieux agir ensemble. Hein. Je vais vous donner un exemple sur lequel j'ai toujours été engagé, qui est celui des risques. Hein. Chers amis, le président de la République qui va être élu, en tout cas moi je vous le dis dès maintenant, et vous ne serez pas surpris, ne laissera pas les questions du défi climatique au vert, surtout, encore une fois, à ceux qui sont en place. Il faut bien comprendre que 1,5 degré ou 2 degrés de plus dans les 20 ans qui viennent, ça change tout. Et je vous le dis comme quelqu'un qui a présidé un département dont un tiers de l'économie repose sur la neige. On est dans une région ici de viticulture, vous savez de combien de semaines les vendanges ont été accélérées depuis 20 ans. Et ça ne fait que commencer. Donc il faut se préparer. Je ne laisserai pas ce sujet. Alors ça, il y a l'anticipation, il y a la prévention, il y a la décarbonation de notre économie qui exige qu'on maintienne la part de nucléaire, sans complexe, et je le ferai. Et puis il y a la réparation, parce que quelquefois, on doit réparer, comme on l'a vu trop souvent avec des inondations ou des incendies. Voilà un domaine, bonjour, où on doit, à mon sens, être dans une action européenne plus forte pour ne pas être surpris par des catastrophes de type tellement graves qu'on ne peut plus y faire face tout seul. Il s'agit des inondations en Allemagne, il s'agit des incendies en Grèce ou chez nous. Il peut s'agir d'un accident industriel. Nous avons besoin de créer une force européenne de protection civile constituée d'unités nationales mutualisables. Et si vous me demandez un mot qui caractérise ma conviction européenne, c'est le mot de mutualisation. C'est un mot que les paysans connaissent bien. Sûrement pas celui de fusion. Voilà. Donc la mutualisation de forces nationales ou régionales dans le domaine des incendies, des tsunamis, des catastrophes industrielles, voilà un domaine où on aurait intérêt à organiser la réponse européenne davantage ensemble. Voilà, c'est juste un petit exemple. Mais, hein. Comme je suis un peu têtu, je voulais vous reposer une question. Je vous en prie. Parce que finalement, on a déjà beaucoup entendu pendant les quinquennats précédents des présidents ou des candidats dire qu'il faut redresser ou peser sur les rapports de force européens, que ce soit en matière budgétaire ou en matière institutionnelle. Bref, si vous vous rendez compte au bout de 2 ans, de 3 ans, qu'il n'y a pas de volonté commune, parce que la réalité, peu importe l'idéal, mais la réalité, c'est que l'Allemagne n'est pas d'accord avec nous, ou les pays du Nord, ou X pays en fonction des dossiers, à ce moment-là, qu'êtes-vous prêt à assumer pour qu'on sorte de ce qu'on a connu depuis pas mal d'années ? Mais si votre question consiste à me faire dire ou à vouloir me faire dire qu'on va sortir de l'Union non, européenne, non, j'imagine qu'il y a des d'autres non. gradations avant d'en arriver. Oui, il y a d'autres gradations. On peut bloquer plein de choses. On peut dire à la Commission, ça suffit. Et je vous prie de croire que si le président de la République, la française, dit au président de la Commission, aujourd'hui ou demain, ça suffit, je vous prie de croire qu'il fait attention, le président de la Commission. Hein. Et si on lui dit vraiment brutalement, comme d'ailleurs on devrait lui dire sur la question de la taxonomie qui exclut l'énergie nucléaire des énergies décarbonées, ce qui est absolument scandaleux. Et vous en parliez tout à l'heure, quand l'Europe ne dit rien sur l'Australie, justement. Je n'ai pas, si je suis élu sur cette ligne, je ne quitterai pas l'Union européenne, mais il y a des choses à faire. Mais avant d'en venir à une situation un peu fataliste, Sergio, il n'y a pas de fatalité s'il n'y en est pas fataliste. Et un homme politique, ou une femme politique, ou un candidat à la présidence de la République, il n'a pas le droit d'être fataliste. Hein. Donc je ne serai pas fataliste. Il y a ce travail méthodique que je ferai en missionnant un membre du gouvernement spécifique là-dessus, c'est la stratégie d'influence française. Ce qu'a dit Philippe est extrêmement juste sur les députés allemands qui ne changent qu'un tiers de leur groupe tous les 5 ans et les 2 autres tiers restent, glissent et prennent les postes que nous libérons parce que nous, on change nos députés quasiment tous les 5 ans. À commencer par ceux qui ont construit de l'influence et de la crédibilité. Et vous savez, chers amis, que le Parlement européen, le rapporteur du budget de la PAC ou d'une réforme de la PAC, ça a été un Français pendant 5 ans que nous connaissons bien, Michel Dantin, qui est très proche de moi. Il a mis 10 ans pour construire sa crédibilité. Quand il y a un texte qui vient de la Commission sur l'agriculture, le rapporteur qu'il était, il a le même pouvoir que le président du Conseil des 27 ministres de l'Agriculture. Et s'il ne donne pas son accord, il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on appelle la codécision. Voilà pourquoi on ne peut pas négliger le Parlement européen, ni dans le vote, ni dans la qualité des gens qu'on y envoie. Les fonctionnaires, c'est la même chose.
Et puis, permettez-moi de vous le dire, la stratégie d'influence, elle repose sur notre langue, dans les institutions européennes et dans le monde. Il y a aussi 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, et sur lesquels nous nous appuierons, 3,5 millions. Et puis sur une certaine attitude. Je peux peut-être terminer par là où j'ai commencé. La France n'est pas grande quand elle est arrogante, elle n'est pas forte si elle est solitaire. Il y a un Premier ministre, j'ai raconté ça aux députés l'autre jour, est-ce que je peux me permettre de le redire, hein. Il y a un Premier ministre d'Europe centrale à qui on a posé la question il y a 1 an et demi, dans le cadre du Brexit. Monsieur le Premier ministre, un journaliste, comment se fait-il que vous souteniez Barnier sur le Brexit alors que vous avez les mêmes idées que les Anglais à propos de l'Europe? Et il a répondu, je soutiens Barnier parce que Barnier est un Français qui nous dit bonjour. Alors, ce n'est pas la seule raison, probablement, mais je continuerai à dire bonjour, à serrer la main, et il n'y aura pas de naïveté, croyez-moi. Voilà. Et pour le résumer, peut-être en une formule saisissante, est-ce que vous diriez que de la même manière qu'on avait besoin du général de Gaulle pour la décolonisation de l'Algérie, on a besoin de quelqu'un qui a eu un parcours européen très fort pour réussir à redresser le rapport de force? Oui. Encore une fois, ne comparez pas ni des situations qui ne sont pas comparables, ni des hommes qui ne sont pas comparables. Personne n'est comparable au général de Gaulle. Mais je pense que le parcours que j'ai construit avec une ligne bleue et en étant ce que je suis, sans avoir la science infuse et en augmentant à chaque étape mon expérience, me permet de dire que, et au niveau international, puisque j'ai eu l'honneur d'être le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, et au niveau européen, où j'ai passé 3 fois 5 ans, je sais maintenant comment reconstruire cette influence française et ce qu'il faut changer à Bruxelles et comment le changer. Voilà ce que je sais. Et pour vous poser une question qui est revenue chez les militants d'Oser la France, donc je ne cherche à vous enfermer dans rien, ça n'est pas la mienne, c'est vraiment une qui revenait. Comment les convaincre qu'à aucun moment, peut-être même avec l'argument, vous nous disiez tout à l'heure, on a besoin de ministres solides, à aucun moment, vous ne rallieriez éventuellement Emmanuel Macron, je ne vous parle pas forcément avant une élection, mais après. C'est une question qui revenait. Mais cette question ne se pose pas, en ce qui me concerne. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, préventivement, avant que vous me posiez la question, franchement, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Je suis simplement sans fébrilité dans l'idée, et c'est à quoi m'encouragent tous ceux qui m'entourent, et beaucoup sont chez vous, d'autres sont ailleurs ou à côté, parce qu'il faut rassembler, et il faudra rassembler. Ceux qui m'encouragent, qui m'aident et qui m'encouragent à engager cette candidature pour la mener jusqu'au bout et pour gagner, savent que je n'ai pas de fébrilité, que mon seul souci, c'est d'être utile à ce pays. Respecter les Français, faire respecter la France, ce sera la ligne bleue de cette candidature et de la présidence que je conduirai. Et rassembler jusqu'à récupérer des gens qui seraient passés chez Emmanuel Macron, justement. Est-ce que rassembler, ça pourrait aller jusqu'à récupérer des gens qu'on a vus s'engager pendant ce quinquennat auprès d'Emmanuel Macron? Mais il faudra récupérer... comment vous êtes élu par rapport à quelqu'un qui a été élu si vous ne récupérez pas une partie des gens qui ont voté pour lui? Et en même temps, des gens qui ont voté pour Mme Le Pen. Mais il n'y a pas de problème pour moi. Hein. Il n'y a pas de problème pour moi. On ne parlait pas des électeurs, de gens qui auraient pu être ministres pendant ce quinquennat, par exemple. Nous devons faire revenir des électeurs déçus qui ont pu voter à l'extrême droite. Nous devons faire voter des électeurs qui sont allés au centre ou chez Macron. Nous devons faire revenir dans le vote des électeurs qui ne votent plus parce qu'ils pensent que ça ne sert plus à rien. Et le président de la République, issu de notre famille politique, il peut être élu que s'il a plus de voix que la dernière fois, si je puis me permettre. Hein. Voilà. Merci à vous, Michel Barnier.